pour notre troisième présentation qui sera suivie d'une petite pause, on va accueillir Guillaume Spala, qui est étudiant au doctorat en informatique. Après 10 ans de recherche et développement dans des solutions de visualisation pour le domaine médical, Guillaume est passionné des interactions humain-machine, plus spécifiquement pour le domaine de la santé. Guillaume, c'est à toi. Un d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors moi, pendant cette présentation, je vais vous parler de Iron Man et les troubles neurocognitifs. Alors Iron Man, c'est un super-héros dont la combinaison lui permet de voler, de tirer des projectiles et ça lui donne aussi une force surhumaine. Mais notre histoire va plutôt commencer avec Robert. Robert est une personne aînée qui a des troubles neurocognitifs, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et cela peut impacter sa capacité à réaliser ses activités de la vie quotidienne en indépendance et donc à continuer de vivre à son domicile. Par exemple, Robert va avoir la difficulté pour entretenir son domicile. Notamment, il va penser par exemple à bien débarrasser sa table après souper, mais il va souvent oublier de la nettoyer. Et ce type d'oubli peut entraîner de l'insalubrité. Alors, une ergothérapeute lui rend régulièrement visite pour s'assurer qu'il n'oublie aucune tâche. Mais elle n'est pas là tout le temps, et les assistances qu'elle fournit à Robert ne sont pas sans conséquences pour lui. Il y a par exemple un sentiment de dépendance qui s'est créé, et ça a entraîné une faible estime de soi, et des problèmes de santé mentale, notamment de la dépression. Alors, une alternative pourrait être de fournir à Robert des technologies d'assistance pour lui rappeler les tâches qu'il doit faire, et notamment à bien penser de nettoyer sa table. Mais bien qu'il existe de nombreuses technologies d'assistance déjà sur le marché, elles ne sont que peu utilisées et Robert ne fait pas exception. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait réussir à encourager Robert à faire le maximum de ses activités en indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut demander l'aide d'Iron Man? Ben non. Iron Man, il sait comment sauver le monde, mais il ne sait pas trop ce qu'il pourrait faire pour aider Robert. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu son casque Iron Man. Peut-être qu'on pourrait donner le casque de Iron Man à Robert. Peut-être qu'on pourrait lui donner son casque de super-héros. Alors, qu'est-ce que c'est le casque de Iron Man? Eh bien, ce casque utilise ce que l'on appelle de la réalité mixte. C'est-à-dire qu'il peut ajouter des informations virtuelles dans votre environnement réel. Donc, il va en fait pouvoir vous fournir de l'assistance au moment opportun, comme on va le voir sur ces images, par exemple en mettant en surbrillance des objets dans votre environnement dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser votre activité. Il va donc être capable de comprendre votre environnement, mais aussi vous comprendre vous, en tant qu'utilisateur, pour pouvoir déterminer l'aide dont vous allez en fait avoir besoin. Et puis, vous avez peut-être aussi remarqué que pour utiliser son casque, Iron Man a juste eu besoin de le mettre. Il n'a pas eu besoin d'ajouter des capteurs dans son environnement, comme c'est parfois le cas avec certaines technologies d'assistance. Alors, ces avantages font que la réalité mixte pourrait potentiellement être utile à Robert pour l'aider dans la réalisation de ses activités. Bon, évidemment, on ne peut pas fournir le casque de Iron Man à Robert, soi-disant parce que c'est de la fiction. Mais heureusement, il existe d'autres casques disponibles, comme par exemple la Microsoft HoloLens 2. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi aboutie que le casque de Iron Man, mais au moins, elle arrive à faire quand même de la réalité mixte et on peut l'acheter. Alors, c'est bien beau d'avoir le casque, encore faut-il déterminer ce que l'on va mettre dedans. Si on regarde le casque de Iron Man, qu'est-ce qu'il sait faire? Alors, il sait faire des plans de vol pour aider Iron Man à aller trouver des méchants parce qu'il aime se battre. Et puis, il sait aussi détecter des méchants parce que Iron Man, il aime se battre. Et je ne suis pas certain que c'est ce genre d'informations qui vont être utiles à Robert pour qu'il réalise ses activités. Alors, nous avons travaillé avec des chercheurs et des professionnels de la santé pour définir des principes de conception. Et l'objectif de ces principes sont de nous guider dans l'affichage des informations pertinentes à mettre dans le casque pour pouvoir aider Robert. Et maintenant, j'aimerais vous présenter certains de ces principes illustrés avec le nettoyage de la table qui sera bien utile à Robert. Dans un premier temps, on va afficher la liste des tâches au mur avec un objectif très clair dès le début. Et là, on va voir cet objectif dès que Robert voudra bien s'approcher de la liste. Merci Robert. Donc là, on voit bien nettoyer la table. L'objectif est très clair. Ensuite, on va vouloir encourager Robert à penser et à agir par lui-même le plus possible. Pour cela, le casque ne va lui fournir de l'assistance que s'il n'arrive plus à progresser dans son activité.
Donc ici, il est devant la liste des tâches, il ne fait plus rien, alors le casque va lui proposer de l'aide. Et puis, vous allez voir que l'aide qu'on va lui proposer n'est pas explicite, volontairement, toujours pour l'encourager à agir et à penser par lui-même. Donc ici, vous allez voir un exemple. Il va demander de l'aide et on voit que le premier message, alors je ne m'en souviens plus exactement, mais il n'est pas très explicite. Néanmoins, si ce message n'arrive pas à guider Robert pour continuer son activité, comme vous pouvez le voir ici, il va pouvoir demander de l'aide de plus en plus explicite au casque. Et puis aussi, on voit que les assistances sont gardées le plus minimal possible. Ici, toucher un bouton. Donc le fait d'utiliser pas les assistances, les interactions sont gardées minimales. Et le fait en fait d'avoir peu d'interactions, eh bien, ça va éviter à Robert de faire trop de gestes de manière artificielle, ce qui va aussi faciliter la prise en main du casque pour Robert. Alors par contre, si aucune de ces assistances ne permet à Robert de continuer dans son activité, alors l'assistance la plus explicite va être très directive et mener Robert directement vers la prochaine action à effectuer pour continuer son activité. Donc ici, prendre le chiffon. Alors c'est sûr que ce n'est pas aussi complet que le plan de vol de Iron Man, mais au moins ça arrive à guider Robert dans son environnement. Ensuite, un point d'exclamation va s'afficher au-dessus du chiffon pour inciter Robert à le prendre pour continuer son activité. Si Robert prend le chiffon, alors le point d'exclamation n'est plus nécessaire parce que Robert progresse dans la réalisation de son activité. Donc il va disparaître pour éviter d'avoir à fournir à Robert des assistances non nécessaires. Contrairement au casque de Iron Man, qui lui affiche tout un tas de trucs tout le temps, c'est bien dans un film, mais dans la réalité, ça peut être assez confusant. Et puis, c'est aussi un exemple d'interaction naturelle, puisque Robert ne s'est pas rendu compte qu'il a interagi avec le casque lorsqu'il a pris le chiffon. Et maintenant que nous avons le casque et qu'on sait quoi mettre dedans, eh bien, nous allons réaliser une étude qualitative et quantitative avec 12 personnes aînées, sans et avec troubles neurocognitifs, afin d'étudier si le casque pourrait être utile à Robert pour l'aider dans la réalisation de ses activités. Et la réponse est que oui, le casque est considéré, en tout cas il est suggéré que le casque pourrait être utile. Non seulement cela, mais l'interface a été appréciée, il a aussi été considéré comme stimulant et sans demander trop d'efforts pour être utilisé. En revanche, certains aspects peuvent être améliorés, certaines assistances sont difficiles à percevoir et peuvent manquer de clarté. Il peut aussi parfois être frustrant de l'utiliser et il peut aussi ralentir dans l'exécution de la tâche. Alors pour pallier à ces difficultés-là, dans le futur, moi je serais intéressé à utiliser par exemple des notions d'intelligence artificielle pour essayer de fournir des assistances plus naturelles. Et puis dans un autre registre, je serais aussi intéressé à le tester avec des personnes qui auraient d'autres types de troubles neurocognitifs, comme par exemple des traumatismes crâniens. Cela conclut ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, tu peux garder le micro, rester sur scène. Est-ce qu'on avait des questions pour Guillaume? Oui, je vois devant. Salut Guillaume, je trouve ça super intéressant. Dans ton étude, combien de temps les gens passaient consécutivement avec le casque sur la tête? Alors, au total, une trentaine de minutes. Mais pour réaliser l'activité, ça ne leur prenait pas si longtemps. Ça prenait entre 5 et 8 minutes, je dirais. OK. Est-ce que dans tes proches... Parce que le casque est quand même assez pesant. Est-ce que tu as pensé à des technologies futures pour le casque ou un moyen de rappeler aux gens qu'il faut qu'ils utilisent le casque? Alors non, nous, on n'a pas pensé à ça. Ce serait quelque chose pour le futur. Déjà, c'est sûr qu'on espère que la technologie va se miniaturiser, parce que là, dans l'état où elle est actuellement, on ne peut pas la démocratiser. Et puis, ensuite, nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, c'était de voir si déjà la réalité mixte pourrait être utile. C'est déjà ce point-là. Et puis ensuite, c'est toutes ces problématiques-là qui pourraient arriver dans le futur, si effectivement elle est bien utile et utilisable. Ben là, je vais te donner un truc. Utilise mon robot comme BFF où il projette. Ah, parfait. Question plus philosophique un peu. Mettons qu'on se projette dans le futur, dans 50 ou 100 ans, penses-tu que ce genre de technologie-là va pouvoir être adapté à guider carrément un être humain dans son parcours, dans sa vie, plutôt que seulement les personnes qui ont des problèmes neurocognitifs? C'est une bonne question. Oui, je pense que oui. À terme, à mon avis, l'intelligence artificielle, à la vitesse où elle évolue, elle va être capable de plus en plus nous guider, je pense.
À mon avis, ce à quoi il faudrait faire attention, c'est, qu'elles ne nous guident pas comme des robots. Parce que sinon, on va plus réfléchir par nous-mêmes. Là. Moi, c'est un peu ça qui me préoccupe, et c'est notamment des choses comme ça auxquelles on a essayé de réfléchir aussi. Désolée Marwan, on va te bypasser cette fois-ci, je m'excuse. Dans votre solution actuelle, comment vous connaissez la localisation du chiffon, en fait? C'est une très bonne question. En fait, on utilise un emplacement qui est virtuel, qui est invisible à l'utilisateur. Donc, en fait, on met ça dans l'environnement. Et au niveau de la programmation, ensuite, quand la personne elle passe sa main à travers cette forme invisible, on sait qu'elle a pris le chiffon, entre guillemets. Idéalement, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais idéalement, on aurait aimé utiliser la reconnaissance d'objets. On a une démonstration qui fonctionne avec ça, mais il y avait des problèmes matériels qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. La HoloLens, elle n'est pas assez puissante pour faire tout ça elle-même. Et donc, il y avait un temps de latence qui était trop élevé, donc ça ne fonctionnait pas. On va encore avoir le temps pour la question de Marwan. Merci beaucoup, Julie. J'apprécie beaucoup le temps alloué. Ma question, j'espère qu'elle ne sera pas tannante, mais c'est plus dans l'optique d'avoir une méthodologie scientifique rigoureuse. Tu avais dit que tu avais un échantillon de 12 personnes et que tu avais divisé les 12 personnes avec des personnes qui avaient des troubles cognitifs et des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs. Est-ce que tu penses que si tu augmentes la taille de ton échantillon à 1000 personnes, 10 000 personnes, ton résultat va changer? C'est une très bonne question et c'est pour ça qu'on a fait une étude qualitative en plus de l'étude quantitative. Parce que comme on avait un faible échantillon, oui, on a des résultats quantitatifs, mais on ne peut pas dire qu'ils vont être statistiquement significatifs. Alors que l'étude qualitative qu'on a fait, elle va avoir déjà plus de poids. Donc on pense que les résultats qu'on a eu avec l'étude qualitative vont, en tout cas je l'espère, rester valides. Et puis, je pense que j'ai répondu à la question. Ok, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Et Guillaume, ça conclut la première partie de notre événement ce soir.